de notre responsable donc, actif-passif dans la Caisse. Nous allons vous présenter les différentes mesures d'accompagnement des établissements financiers ainsi que des conseils aux entreprises pour les entreprises dans un contexte, on va dire, de reprise de l'activité. Merci beaucoup. Workshop organisé par la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Préparez et dynamisez votre rebond. Quel est l'état des lieux? Quelle solution peut vous proposer un établissement bancaire comme la Caisse d'épargne? Venez nombreux assister et participer activement à ce workshop. C'est tout de suite, salle Saint-Exupéry, jusqu'à 10h. Préparer et dynamiser votre rebond, c'est le thème du workshop qui est proposé par la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Ça commence maintenant, c'est dans la salle Saint-Exupéry, derrière les paravents, situé à l'arrière de l'espace restauration pause café. C'est un atelier qui vous permettra de faire un point déjà sur la situation de notre économie et puis de comprendre et de connaître les solutions proposées par une banque comme la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté pour vos entreprises. On vous attend donc à l'atelier Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté tout de suite, salle Saint-Exupéry.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette... Donc Christian a expliqué le déroulé tout à l'heure. Nous allons faire un tour de table pour nous présenter. Christian, je te laisse commencer. Prends ton micro. Oui, bonjour à tous. Donc Christian Attard, directeur de participation à la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, où j'ai effectivement le plaisir d'accompagner et d'investir une partie des fonds propres de la Caisse d'épargne au sein des entreprises pour leur permettre de financer leur développement et ou leur transmission. Bonjour à tous, Stéphane Béraud, je représente un cabinet qui s'appelle Oxygène. C'est un cabinet de conseil financier qui accompagne des PME partout sur le territoire français, et en particulier des PME qui sont dans deux types de situations, trois types, des situations transactionnelles, des situations de sous-performance et aussi des situations de franchissement de palier avec des mutations d'organisation plutôt significatives. Bonjour à tous, Pierre Fromont, je suis responsable de la gestion financière et de la gestion de bilan au sein de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Donc je me permettrai tout à l'heure de faire un petit point à la fois sur la macroéconomie et le lien avec les marchés financiers et les conséquences pour les entreprises. Merci Pierre. Et donc moi je suis Sylvie Guillonneau, je m'occupe du programme d'accompagnement start-up et entreprises innovantes à la Caisse d'épargne. Christian, est-ce que tu veux nous rappeler, comme tu l'as fait tout à l'heure, le déroulé peut-être ? Le déroulé, effectivement, on va se scinder, je dirais, en deux parties. Donc la première, Pierre, comme vient de le dire Pierre, on va vous présenter un petit point de conjecture, donc macro et micro, et à partir de là, nous allons vous présenter dans un deuxième temps sur un point et un détail effectivement des différentes mesures qui sont mis à disposition par les établissements financiers ainsi que les cabinets de conseil pour accompagner les entreprises dans leur rebond, on va dire post-pandémie, si on peut parler de post-pandémie, parce que je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait sorti. Merci beaucoup. Pierre, je te passe la main. Ok. Afin de faire un point sur l'actualité et les perspectives économiques pour les entreprises, je pense qu'il est nécessaire de faire un retour sur la crise dont on est en train de sortir progressivement et les mesures qui ont été prises pour faire face à cette crise. Je pense que c'est via ce bilan qu'on comprendra mieux les enjeux et les scénarios possibles pour sortir maintenant de cette crise. Premier point, le déclenchement de cette crise économique en 2020 qui a plongé la croissance française, qui a fait baisser la croissance française de près de 8%, elle est atypique puisque contrairement aux crises des dernières décennies, elle n'est pas due à une crise financière, comme a pu l'être la crise des subprimes en 2008-2009. Elle n'est pas liée non plus à une récession économique ou à un choc pétrolier qui serait venu perturber l'offre ou la demande. Elle est liée à un choix entre on va dire la santé, le sanitaire et l'économie, un choix ponctuel. Et donc, ce qui est très atypique, et ce qui explique beaucoup de ces conséquences, c'est que la plupart des États, de façon plus ou moins coordonnée, plus ou moins simultanée, ont décidé de fermer les économies afin d'assurer la santé des populations. Ce choc atypique, donc ça explique la difficulté des économistes à envisager le rebond, puisque généralement, les économistes se penchent, ce que je ne suis pas, hein, j'ai rien contre les économistes, mais je ne le suis pas. La plupart du temps, les économistes se penchent sur le passé en disant, bon, généralement, il faut X mois pour sortir d'une récession, généralement, etc. Là, les points de repère n'existent pas, même si, bien sûr, je ne fais pas le parallèle, mais le plus proche, c'est pratiquement une sortie d'après-guerre, en fait. Comme si les économies n'avaient plus fonctionné et qu'il y avait réouverture. Heureusement, voilà, même s'il y a eu des décès, on n'a pas de reconstruction derrière à faire. Et finalement, et c'est ce que j'expliquerai tout à l'heure, tout le monde ressort plutôt en bonne santé
de cette guerre entre guillemets. Donc ça, c'est très atypique et ça explique certains des doutes qu'on a sur la durabilité de ce rebond et sur les circonstances qui l'accompagnent. Le deuxième point, c'est la réactivité forte et qu'il faut saluer qu'ont eu quasi simultanément les États et les banques centrales pour venir à soutenir l'économie. Donc, côté banque centrale, je ferai parfois, même si ça ne nous concerne pas très directement, référence aux États-Unis. D'abord parce que c'est un pays majeur en termes de consommation. C'est aussi la banque centrale phare que l'on regarde. Côté banque centrale, les interventions ont eu pour but, et je parle notamment de la Banque centrale européenne, ça a eu pour but, premièrement, d'éviter une crise de liquidité. On sait que quand il y a un choc, ça a été le cas lors de Lehman à nouveau, lorsqu'il y a un choc, la crainte c'est que notamment le système bancaire se grippe et que plus personne ne prête à la banque voisine, de peur que la prochaine victime soit la personne à qui il a prêté. Donc, premier point, assurer la liquidité, ce qu'a fait la Banque centrale avec différentes méthodes que je vais revenir brièvement. Deuxièmement, éviter une crise des dettes souveraines, comme on a vécu en 2012-2016. Donc, s'assurer que les États puissent continuer à aller sur les marchés financiers stables, à s'endetter à des conditions relativement favorables. La difficulté de la Banque centrale européenne, pour rappel, c'est qu'elle gère des pays totalement hétérogènes. Elle gère l'Allemagne qui a un bilan et qui a un budget et qui a une rigueur budgétaire très différente de celle de pays plus méditerranéens, on va dire, pour ne viser personne. Donc la difficulté, c'est d'éviter que l'Italie ne paye beaucoup plus cher que l'Allemagne, juste par crainte sur les marchés financiers. Et puis le troisième motif d'intervention de la Banque centrale, et nous ça nous concerne directement la Caisse d'épargne, c'est de s'assurer que les banques continuent pendant cette crise à jouer leur rôle de courroie de transmission de la politique monétaire. C'est vrai que la Banque centrale européenne compte beaucoup sur les banques pour répercuter sa politique. Donc les taux d'intérêt qu'elle fixe, les taux courts, les taux longs éventuellement, c'est les banques qui, dans leurs conditions d'octroi de crédit, répercutent la politique monétaire. Et donc en s'assurant que les banques avaient accès à la liquidité, elle a réussi à remplir ces trois critères. Les nouveautés qu'a fait la BCE et qui sont maintenant un sujet de discussion, puisque à partir du moment où vous prenez des mesures exceptionnelles, il faut savoir à quel moment sortir ces mesures exceptionnelles. Je vais en citer deux. Premier point, la Banque centrale a lancé un programme d'achat de titres. Donc la Banque centrale se met acheteur des émissions d'obligations, des émissions qui sortent, donc les émissions primaires, mais aussi des titres existants. Ça, elle le faisait déjà. La révolution, entre guillemets, c'est qu'elle a créé un plan spécial pandémie, c'est son nom, hein, le PEPP, c'est le plan d'achat spécial pandémie, dans lequel elle s'est libérée, et c'est une révolution, de tous les critères qu'elle s'était imposés dans le passé, et que lui avaient imposé notamment les pays les plus rigoureux comme Pays-Bas, Allemagne. C'est-à-dire que sur ce programme d'achat, qui fait 1850 milliards d'euros, sur lequel elle avait mis un horizon à mars 2022, la Banque centrale pouvait acheter à tout moment n'importe quel montant de n'importe quelle dette de pays. Donc elle pouvait, contrairement d'habitude, elle doit acheter un certain pourcentage d'Allemagne, un certain pourcentage d'Italie, en fonction de la clé de répartition au sein de la Banque centrale européenne. Là, elle pouvait, sans rien annoncer, passer une semaine à n'acheter que des titres italiens, par exemple, ça crée un excès de demande, donc ça fait baisser le prix des obligations, enfin ça fait monter le prix des obligations, et du coup ça fait baisser le taux d'intérêt auquel se refinancent les États. Donc ça c'est une révolution, c'est quelque chose qui prendra fin, c'est parce que c'est spécial pandémie, donc ça prendra fin. Par contre, c'est un nouvel outil dans la boîte à outils de la Banque centrale européenne, et donc on sait désormais, contrairement à ce qu'il disait encore dans les crises précédentes, que la Banque centrale n'est plus obligée de se mettre les fers aux pieds elle-même toute seule. Le deuxième point, c'est quelque chose qui existait également, c'est de permettre aux banques d'aller se refinancer auprès de la Banque centrale à des conditions très basses, sous conditions. Donc c'est ce que la banque appelle, alors c'est des barbarismes anglais, mais c'est le TLTRO, donc c'est des conditions de refinancement à long terme, où les banques peuvent accéder à de la liquidité très faible, à des taux très bas,
à condition de remplir des critères d'octroi de crédit. L'octroi de crédit, mettant de côté le crédit immobilier, parce qu'on sait que c'est pas un sujet, ça se distribue plus facilement, mais le crédit aux équipements, le crédit équipement, etc. Donc, sous condition de faire un certain pourcentage de progression des encours sur une durée visée, les banques ont pu aller chercher de la liquidité au taux de la Banque centrale, qui est un taux négatif, qui est de moins 0,50%. Donc, en fait, vous êtes payé, entre guillemets, pour aller emprunter de l'argent. Ce qui permet, et ce qui a permis au cours de la crise, de donner ces crédits. Les crédits bancaires ont aussi été favorisés par, et là c'est l'autre point, par la réactivité des politiques budgétaires des États. Donc la plupart des pays ont pris des mesures. Je pense que la France a pris des mesures ultra rapides, en tous les cas nécessaires et très efficaces sur le moment. Ça me semble... enfin, le bilan, à mes yeux, est bon, avec les décisions de dépenser. Alors, on n'avait pas encore employé le mot quoi qu'il en coûte à l'époque, mais ça revenait à ça. Le chômage partiel, le report de charges sociales, la compensation d'un pourcentage de chiffre d'affaires pour certaines entreprises fermées, etc. Donc là, on y est allé fort. Et puis, les États, enfin, l'État français s'est servi aussi des banques pour être le bras de distribution de crédit des prêts garantis par l'État. Donc tous ces éléments clés viennent expliquer la situation actuelle. Et puis un petit mot aussi sur le plan de relance européen, donc qui a un peu tardé, mais c'est normal, il faut l'accord de l'unanimité de l'ensemble des pays, donc c'est un petit peu long. Et là aussi, à mes yeux, une mini-révolution, et qui fera date et qui, sans doute, est le début de quelque chose qui changera radicalement. Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros, première nouveauté, c'est un mélange de prêts aux États, mais il y a aussi des subventions. Ça veut dire vous n'avez pas à rembourser. Donc ça, c'est une nouveauté. Là encore, je cite nos amis allemands, néerlandais, les plus rigoureux. Pour eux, c'est une énormité, puisque globalement, c'est donner de l'argent aux pays qui n'ont, entre guillemets, pas fait attention. On retombe sur la cigale et la fourmi traditionnellement. Mais c'est passé par nécessité. Et donc là aussi, les Allemands se sont montrés ultra pragmatiques pour une fois, parce que la crise précédente, ça n'avait pas été le cas. Et ils ont donné le feu vert à ça. Et c'est une révolution. Deuxième révolution, le mode de financement de ce plan de relance européen, c'est de la dette qu'émet l'Union européenne. Donc c'est l'Union européenne qui va sur les marchés financiers pour emprunter. Et là aussi, mini-révolution, parce que c'est les débuts d'une sorte d'eurobond, enfin d'euro-obligation, que les Allemands ne voulaient surtout pas, puisque ce qui permet à l'Union européenne de se servir de la qualité de la note allemande, des Pays-Bas, d'un cran inférieur de la France, et donc elle se refinance à un taux moyen bien meilleur que ne peut obtenir l'Italie seule, le Portugal seul, l'Espagne seule, par exemple. Donc deux révolutions, et qui là aussi présagent de quelque chose qui, à mon avis, il n'y aura pas de retour en arrière sur ce sujet-là. Toutes ces mesures mises bout en bout ont en tous les cas réussi, et on a dorénavant un rebond en 2021. Alors bien sûr, j'ai évoqué la crise sanitaire, mais bien entendu, comme l'a dit Christian, on n'en est pas sorti, ça reste un aléa, mais malgré tout, on voit 2021 une croissance très forte. Et ce que je voulais aussi évoquer dans le côté atypique de la crise économique, et c'est en lien avec ce que j'ai expliqué pour l'aide budgétaire, l'anomalie, c'est que vous avez, en fermant l'économie, vous avez brisé l'offre. Les pays sont endettés massivement pour financer cette phase-là. La demande a baissé, mais la demande a baissé de façon contrainte, c'est-à-dire qu'on a empêché les gens, certains commerces étaient fermés, et en plus on ne pouvait pas se déplacer. Donc la demande a été contrainte, mais par contre, le pouvoir d'achat de la demande, des ménages notamment, n'a pas baissé, voire même pour certains a augmenté. Donc vous avez pénurie d'offres, une demande qui ne cherche qu'à se concrétiser, ce qui fait que dès que la crise sanitaire se lève, dès que ça va un peu mieux, dès qu'on finit le confinement, fin juin, etc., le choc de demande est très brutal, puisque autant les entreprises qui ont dû fermer ou qui ont dû prendre des mesures ou dont le personnel n'était pas disponible, autant ces entreprises mettent du temps à se remettre en marche,
autant la demande, du jour au lendemain, elle est là, elle est prête à dépenser. Donc vous avez un choc, beaucoup plus de demandes simultanées en France, mais aussi à travers le monde et pratiquement simultanément. La demande chinoise, américaine, européenne est venue pratiquement au même moment. Donc vous avez une très forte demande, moins d'offres, d'où ce que vous devez vivre actuellement. Pardon, excusez-moi de vous déranger, de vous interrompre, sincèrement désolé, on a un petit souci dont il faut qu'on fasse part maintenant aux participants. On a plusieurs véhicules qui sont garés en stationnement gênant sur le parking et qui empêchent l'arrivée des véhicules, notamment des food trucks, donc c'est quand même embêtant. Il s'agit d'un Chrysler PT Cruiser, d'une Fiat 500, d'un Nissan Qashqai, d'une Renault Kangoo et d'une Toyota. Je ne donne pas les plaques d'immatriculation, mais vous reconnaîtrez si vous êtes le propriétaire d'un de ces véhicules. Il faut vraiment les déplacer de toute urgence. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, c'était nécessaire. Voilà, choc de demande très fort et offre qui met du temps à se remettre, d'où les problèmes de tension sur certaines matières premières et d'où les problèmes aussi sur l'approvisionnement, les délais d'approvisionnement, puisque quand le monde entier demande le même métal, le même minerai de fer, a besoin d'aluminium, que toutes les entreprises automobiles demandent la même chose au même moment, vous avez un choc. D'où les tensions et d'où répercussions sur les prix. Et on évoquera tout à l'heure, est-ce que c'est bien sûr atypique, ça semble provisoire. Maintenant, on sait qu'en termes d'inflation, il y a parfois des cercles vicieux qui se mettent en place où la boucle tension sur les prix matières premières fait tension sur les prix à la production. Et quand les entreprises peuvent plus ou moins répercuter ces prix, ça vient sur les prix à la consommation. Si en plus vient se greffer un côté hausse des salaires dessus, là, on est parti sur une boucle, en tous les cas, non souhaitable a priori. Et puis un petit mot aussi sur l'emploi, alors avec plusieurs visions. Tout d'abord, ce qui est important de voir aussi, c'est que la Banque centrale américaine a conditionné ses mouvements sur sa politique monétaire, donc devenir un peu moins accommodante à la situation de l'emploi. Et on constate aux États-Unis ce qu'on commence à constater en France, c'est que même au moment de la réouverture, même si beaucoup d'Américains, eux, qui étaient moins soutenus, avaient perdu leur emploi, ils ont découvert les joies des chèques de compensation de chômage. Et certains aussi, pendant le confinement, pendant les restrictions, ont remis à plat leur vie et leur souhait professionnel et ont quitté certains des domaines les plus touchés. Donc je pense à la restauration, les services, etc., où les gens étaient peu payés, étaient sous la menace de nouveaux confinements, etc. Et en fait, n'ont pas repris tout de suite l'emploi. Et donc, malgré un très fort rebond, il y a dans certains secteurs des pénuries de personnel, même si le taux de chômage reste encore au-dessus de 5% aux États-Unis. Alors, ils étaient à moins de 3,5% fin 2019, avant que le Covid frappe. Et je sais qu'en Europe et aussi en France, ça devient un sujet où finalement, dans certains secteurs, alors que le taux de chômage, lui, a été, on va dire, stabilisé, en France en tous les cas, par les aides gouvernementales, le taux de chômage n'est pas certain, et c'est d'ailleurs dans la slide de la prévision de la Banque de France, il n'y a pas d'anticipation de forte baisse du taux de chômage en France, notamment, entre autres, pour la prise en compte de cet aléa sur le fait que certains secteurs vont être en difficulté ou vont disparaître ou vont devoir se transformer comme le secteur automobile. Donc il y a une sorte de destruction créatrice qui est attendue. Et on sait que là, il y a un peu d'inertie pour que les gens puissent s'adapter à de nouveaux métiers. Mais il y a aussi la conjonction du télétravail. Une étude de la COFAS un peu alarmante mentionnait plusieurs dizaines de millions d'emplois dans les pays à haut revenu qui étaient par définition télétravaillables et qu'il y avait dans les pays à revenus moins élevés nettement la population suffisamment qualifiée pour prendre en charge ces nouveaux emplois. Voilà. Donc les conséquences sur la situation actuelle, la Banque de France, c'est le graphique du haut, la Banque de France prévoit un retour à l'avant-crise. Donc on ait récupéré toute la perte de PNB d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, globalement. Et puis le climat des affaires, donc le sentiment des entreprises, est au plus haut depuis 2007, puisqu'après avoir souffert et craint, on est à un retour à l'optimisme, ce qui laisse envisager
de l'investissement, ce qui laisse envisager un moteur qui s'enclencherait et qui viendrait prendre le relais des aides gouvernementales. En termes de défaillance des entreprises, c'est la slide suivante, beaucoup a été fait pour éviter qu'il y ait de la casse l'année dernière. Et donc, pour l'instant, on ne voit pas avec la réouverture progressive des économies et avec surtout le retrait progressif des aides gouvernementales, pour l'instant, on ne voit pas les défaillances bondir, mais ça reste un sujet puisque d'une certaine façon, on a mis sous cloche certaines entreprises qui n'étaient pas toutes forcément en bonne santé au moment où la crise s'est déclenchée. Et puis, je pense que ce sera le sujet aussi de la discussion tout à l'heure. La situation, et vous le savez, la situation selon les secteurs, selon les entreprises, selon la taille des entreprises, est très disparate en termes d'endettement, en termes de trésorerie disponible. Et donc, ça sera un des sujets de discussion. Pour pas trop consommer le temps de mes collègues, je vais enchaîner sur les difficultés actuelles qui se posent. Donc, c'est la slide suivante. Les difficultés actuelles qui se posent, c'est justement la pandémie est en train, en tous les cas, d'être gérée, d'être pas encore solutionnée, mais gérée. Donc le rebond économique est possible. Et se pose la question de comment... D'abord, faut-il retirer les soutiens monétaires des banques centrales et les soutiens budgétaires? Et si c'est fait, à quel rythme et lesquels? Donc, et pour pas vous laisser dans le suspense, je n'ai pas la réponse. Par contre, je peux lister les sujets. Concernant les banques centrales, et c'est un classique, les marchés financiers sont de plus en plus souvent, et encore plus en ce moment, addicts à l'abondance de liquidités. Donc les marchés sont inondés de liquidités, les investisseurs institutionnels sont inondés de liquidités, et le taux sans risque... D'abord, la notion de sans risque, ça se discute depuis la crise Lehman, mais en plus, comme je vous disais, les taux courts sont négatifs. Donc en fait, il faut payer l'État français pour lui acheter sa dette. Et jusqu'au 10 ans français, le 10 ans français, la France se refinance à zéro. Donc déplacement à zéro sur 10 ans, effectivement, vous avez votre épargne de côté, mais ça se discute. Et donc les marchés boursiers sont devenus... pour des bonnes raisons, mais aussi pour des moins bonnes raisons, un placement par défaut. Donc, on sait qu'il y a un rebond économique, donc c'est vrai que c'est plutôt bien d'aller sur les actions, mais aux États-Unis, par exemple, l'indice SP500 a fait plus de 50 plus hauts historiques déjà depuis le début de l'année. Donc la croissance est folle, et c'est des investissements partiellement par défaut. Même les particuliers, et généralement, historiquement, c'est jamais un bon signe, même les particuliers se mettent en bourse ces 12 derniers mois, et se mettent à acheter, et souvent, les particuliers, puis un passage aux 20 heures, et généralement, c'est le signal que c'est trop tard. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrêtera, mais disons que ça devient le placement par défaut. Et c'est un problème, puisque... c'est cette abondance de liquidité qui contribue à ce placement par défaut. Ce qui fait que les banques centrales, Fed et banques centrales européennes, savent qu'en retirant le tapis sous les pieds des marchés, ça peut causer le chaos. Donc il faut beaucoup parler, c'est ce que font d'habitude les banques centrales pour préparer les esprits. Et c'est ce qu'ont commencé à faire la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne, en commençant à dire qu'ils allaient bientôt commencer à réfléchir, à commencer à penser, à commencer à peut-être baisser leur politique accommodante. Pour ça, ils ont dérogé à leurs règles historiques. La Fed a changé son objectif d'inflation. Traditionnellement, quand l'inflation dépassait les 2%, très rapidement, la Banque centrale européenne montait ses taux. Là, pour éviter, comme l'inflation est montée, elle est déjà à 5,5% aux États-Unis, pour éviter que les marchés disent 5,5 égale remontée des taux, la Banque centrale américaine a commencé à prévenir les marchés que, l'objectif d'inflation, c'était plus 2% et on agit, c'est en moyenne autour de 2%. Donc la notion de moyenne n'est pas définie, le autour de n'est pas défini, donc voilà, ça laisse de la marge de manœuvre. Ils ont aussi pris le soin tout récemment, généralement quand la Banque centrale commence à réduire ses achats, quelques mois après, très peu de mois après, elle commence à monter ses taux. Là, ils ont séparé les deux notions. La Banque centrale américaine a dit
on envisage bientôt de commencer à vaguement réduire nos achats. Leurs achats, c'est massif aussi, hein, c'est 120 milliards de dollars par mois. Donc c'est notamment de la dette américaine qu'ils achètent, mais aussi de la dette d'entreprise, de la dette immobilière aussi. Donc ils vont commencer à réfléchir à réduire, donc ce qu'ils devraient faire sans doute d'ici la fin de l'année, mais en insistant bien que ça n'avait aucun rapport avec ce qu'ils allaient faire sur les niveaux des taux. Sous-entendu, pour les marchés, dormez tranquille, les taux que la Banque centrale dirige, donc les taux courts, vont rester bas encore longtemps, et de toute façon, vous nous verrez venir. Et d'ici là, vous aurez gagné suffisamment d'argent, vous aurez pris vos profits, etc. La Banque centrale européenne a pratiquement sans doute pour les mêmes motifs, a fait la même chose récemment. Et là, pour moi, qui est des cheveux gris déjà, et c'est pas si vieux que ça, la Banque centrale européenne, son credo qu'elle répétait à toutes ses réunions en sortie de réunions de politique monétaire, c'était « on vise une inflation durablement proche mais inférieure à 2%. » Donc, elle n'a jamais réussi, mais c'était son credo. Dorénavant, comme l'inflation européenne vient d'atteindre les 3% en août, et qu'on peut penser qu'il y ait quelques mois où on va être au-dessus des 2% suffisamment largement, elle a appris un peu le modèle de la banque américaine en disant notre objectif d'inflation, c'est autour de 2% à moyen terme. Là aussi, comment on compte le moyen terme, en combien de mois ça compte, on ne sait pas. Et autour de 2%, quelle dispersion autour de 2% on s'autorise, on ne sait pas non plus. Ça a un impact, alors ça peut sembler, c'est peut-être barbant pour certains d'entre vous, cette politique des banques centrales, mais ça a un impact direct sur le niveau des taux, puisque ce que vient de dire la Banque centrale européenne, qui parle aujourd'hui, donc je prends un petit risque, parce que ça se trouve, elle va annoncer quelque chose de totalement choc, mais c'est que les taux courts vont rester durablement courts longtemps, puisqu'elle n'est pas encore, elle n'est pas encore en train de réduire ses achats. Elle pourrait par contre aujourd'hui signaler que le plan pandémie, vu que la pandémie a moins besoin de soutien, qui est peut-être moins besoin de fonds, mais que sa politique reste globalement accommodante, que les autres programmes d'achat perdurent, et que les taux, ce n'est pas pour tout de suite. Et les marchés, pour l'instant, le prennent bien, puisque les taux courts qui sont à moins 0,50, le taux interbancaire entre les banques est à moins 0,50, dans les prix, les anticipations pour que ça repasse à zéro, c'est pas avant plus de 5 ans. Ça ne veut pas dire que les marchés ont raison, hein. Eux aussi, comme les économistes, se trompent quasiment tout le temps. Mais momentanément, en tous les cas, c'est la tendance, c'est qu'il ne faut pas craindre de remonter des taux courts. La Banque centrale va continuer à acheter massivement les dettes, même s'il n'y a plus le plan pandémie, ce qui fait que les taux longs aussi devraient rester relativement bas longtemps. Donc les conditions de financement restent historiquement basses. Je dis ça pas en tant que banquier, mais elles restent historiquement basses. Et c'est aussi, on va dire, la critique qu'on peut faire à tous ces plans de soutien, c'est qu'en fait, c'est une prime à l'endettement, et c'est une taxe sur les épargnants, hein, puisque les taux de placement sans risque sont près de zéro en dehors des livrets, etc. Et ensuite, c'est peu. Et par contre, et bizarrement, ça va beaucoup aider les États européens qui sont beaucoup endettés. Bizarrement, si vous avez de l'inflation et que vous pouvez vous endetter beaucoup, mais à taux très bas, voire même à taux négatif, votre dette, d'une certaine façon, va s'auto-rembourser, va s'être consommée par l'inflation. Donc, les raisons... Alors, c'est sans doute, officiellement, les banques centrales sont indépendantes des États, donc on va dire qu'il y a plutôt convergence d'intérêts en ce moment. La Banque centrale ne veut pas provoquer les marchés, a peur de retirer son aide, et il se trouve que ça rend beaucoup service aux États qui sont très endettés et qui ont besoin d'un rebond économique pour déjà faire rentrer des recettes fiscales, mais aussi que la charge de dette soit durablement faible. Concernant les relances des États, les relances budgétaires, là c'est pareil, et vous l'avez vu dans la presse, on commence à se questionner sur, et Bruno Le Maire le fait à voix haute, etc., c'est à quel moment certaines aides doivent être réduites, certains processus mis en place ont pris fin, mais on parle plutôt maintenant de qualité de soutien, c'est-à-dire cibler des secteurs particuliers, cibler des domaines particuliers pour conserver de l'aide, mais ne plus la donner tout azimut, ce qui se comprenait parce qu'il y avait d'urgence, mais dorénavant, on est plus parti pour des aides ciblées. Et chose que je n'ai pas précisée tout à l'heure, le plan européen
Et je ne sais plus le slogan, mais c'est pour une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente. Donc les fonds, les États qui demandent des subventions notamment à ce fonds de relance européen ont dû construire un plan construit sur ces axes. Donc déjà, ça vous donne une idée de où iront certains des fonds, la transition énergétique, etc. C'est plutôt des choses ciblées. Et l'État, je pense, se consacrera à soutenir les entreprises les plus fragilisées, mais les plus importantes pour l'économie. La Banque Centrale Européenne aussi, hein, je ne l'ai pas souligné, vient pendant l'été, lors du dernier allocution de Christine Lagarde, vient d'annoncer aussi qu'elle réfléchissait à rendre plus verte sa politique monétaire. Et donc, quand elle va acheter les titres, et ça c'est une révolution pour les grandes entreprises qui émettent des obligations ou des titres de créance qu'achète la Banque centrale, ça va causer du chaos, puisqu'elle compte se concentrer sur les entreprises qui sont en phase de transition énergétique, en tous les cas qui vont dans le bon sens de la transition énergétique. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, les flux financiers n'atteindront plus les entreprises qui ne respectent pas ces normes-là. Et comme on est aussi dans le réglementaire sur la transition énergétique, et je pense que vous avez entendu tout récemment la décision de l'Europe de ne pas mettre le nucléaire parmi les axes contribuant à la transition énergétique, ça veut dire potentiellement que les banques vont peut-être, tout comme elles ont, notamment en France, elles ont choisi progressivement de sortir du charbon, des entreprises polluantes, il se pourrait que, pareil, les flux financiers vers le nucléaire se réduisent également. Donc toutes ces décisions qui apparaissent parfois comme des effets d'annonce de façade, le plan européen et la décision de la Banque centrale vont dans un sens où finalement les flux financiers vont être plus ou moins dirigés, pilotés. Voilà. Et puis, dernier sujet, parce que je déborde massivement, mais dernier sujet, l'inflation. L'inflation, je l'ai évoqué, hein, donc elle est très haute pour l'instant. Les deux banques centrales, Banque centrale européenne et Banque centrale américaine, la Fed, toutes les deux ont bondi tout de suite dès les premiers frémissements en disant c'est provisoire. Et c'est vrai qu'il y a des arguments pour le provisoire, ce que je vous ai dit, un choc soudain de demande, le temps que l'offre se mette en place, etc. Sauf que le provisoire, on en est déjà à 4-5 mois, qu'on prévoit que les 3, 4, 5 prochains mois soient encore avec de l'inflation haute. Il y a certains secteurs, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le marché du travail, où c'est en tension pour obtenir des collaborateurs. On parle alors il y a le SMIC qui est revu, et on parle aussi peut-être d'une revue du SMIC supplémentaire, puisque en atteignant 2%, il y aurait dans les textes quelque chose qui fait qu'il faut se reposer la question, donc plus de 2% d'inflation. Donc si vous avez nécessité d'augmenter les salaires dans certains secteurs où il y a pénurie de main-d'œuvre, que le taux minimal, enfin le taux de salaire minimum remonte également, que vous subissez des prix à la production élevés et que vous avez besoin de répercuter autant que possible partiellement sur les consommateurs. Oui, les critères de démarrage sont provisoires, mais on peut en tous les cas envisager, je ne dis pas qu'il faut le craindre, mais ça devient un scénario possible que l'inflation finalement puisse s'emballer. Alors aux États-Unis, c'est déjà parti très haut, et ça pourra retomber peut-être, mais c'est parti très haut. En France, on a une inflation de fin août à 1,9%, donc il n'y a pas encore le feu. Mais l'inflation sous-jacente, donc hors effet pétrole, hors effet produits alimentaires de base, commence aussi petit à petit à grignoter. Et voilà, on pourrait avoir durablement, pendant quelques mois, une inflation faciale et sous-jacente supérieure à 2%. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce qui nous change du provisoire. Voilà, je ne pense pas qu'on soit sur un pic de 2 mois. On est peut-être sur un pic puis un plateau, peut-être de 12 mois. Voilà. Et puis, dernier point positif, pour enchaîner, j'ai évoqué le fait que finalement la demande n'attendait qu'à s'exprimer. La Banque de France a calculé l'excédent d'épargne, donc l'épargne supplémentaire qu'ont eu les Français pendant le confinement, et donc elle chiffre à 157 milliards d'euros. Donc c'est moins que le total d'épargne qu'ont les Français, mais c'est le plus, donc c'est presque l'inattendu, quelque chose qu'on peut claquer. Donc on le voit un petit peu sur la ruée sur certains restaurants, etc., spectacles, etc. Donc ça on le voit. C'est un potentiel pour les entreprises,
puisqu'il y a de la demande qui peut se financer. Le questionnement pour nous comme pour vous, c'est où vont aller ces fonds. Si je prends l'exemple américain, il y a eu une étude pendant l'été sur l'excédent d'épargne américaine. Eux, ils ont un comportement un peu différent, mais globalement, schématiquement, un tiers de ces sommes sont venus rembourser des emprunts, un tiers de ces sommes sont venus se consommer immédiatement, et puis un tiers est venu sur des placements financiers, et dont la bourse, mais ça c'est un peu spécificité américaine, dont la bourse. Donc voilà, malgré tout, même si on réplique les Américains, même si on ne fait que répliquer les Américains, il y a un peu plus de 50 milliards d'euros qui ne demandent qu'à être dépensés. Voilà, merci pour votre attention. Je passe la parole. J'avais une ou deux slides, oui, pour la transition, j'avais une ou deux slides sur des sondages Banque de France et INSEE sur l'estimation de la situation de trésorerie et aussi les difficultés ressenties, ce que j'évoquais, sur les difficultés de trouver de la main-d'œuvre et les difficultés d'approvisionnement. Donc je ne sais pas si dans la salle ça reflète ce que vous pensez. En tous les cas, c'est le cas. Et puis, côté très positif, un zoom sur la Bourgogne-Franche-Comté. La Banque de France fait régulièrement des zooms régionaux où c'est plus c'est des réponses par les chefs d'entreprise où on est beaucoup plus haut qu'on l'était il y a un an sur la confiance et on est plus très loin d'un retour estimé, en tous les cas, à un niveau normal. Voilà. Donc confiance des entreprises, de la liquidité qui s'investit, une forte demande. Voilà. Les ingrédients sont là pour un rebond, avec les différents doutes et craintes et obstacles que je vous ai dressés partiellement. Merci beaucoup Pierre. Juste une précision, nous prendrons les questions-réponses à la fin de la présentation, bien entendu. Alors après ce point qui nous éclaircit sur beaucoup de choses, Stéphane, est-ce que c'est quelque chose que tu constates? Comment se comporte l'évolution des entreprises? Alors, moi je me considère comme un observateur privilégié des PME. Je vais essayer de redescendre au niveau micro plutôt. À la fois par les différentes activités qu'on porte, on intervient sur différentes zones géographiques, sur différentes tailles d'entreprises, sur différents secteurs d'entreprises. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a l'impression que le Covid, ça a été la crise sanitaire plutôt, ça a été un formidable révélateur des dysfonctionnements internes de nos PME. Et de ce fait, également, une compréhension par les chefs d'entreprise des énormes marges de manœuvre qu'ils avaient pour essayer d'affiner leur gestion au quotidien et la gestion de leur performance au sein de leur PME. Le premier exemple, l'exemple le plus révélateur, c'est pour un certain nombre de chefs d'entreprise, de PME, la découverte du pilotage par le cash. Dans la PME, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui pilotent par l'exploitation et souvent dans une logique de gestion un peu sur la base d'un regard dans le rétroviseur et pas forcément un regard un petit peu plus axé sur l'avant de la marge de l'entreprise. Mais surtout, cette crise qui a tendu le cash à un moment donné, un moment où au démarrage on ne savait même pas quelles pouvaient être les mesures qu'allaient mettre en œuvre les pouvoirs publics, forcément ces chefs d'entreprise se sont mis à regarder un petit peu l'évolution à très court terme de leur cash. Donc je pense que s'il y a un bon effet particulier de cette crise, c'est le révélateur pour le chef d'entreprise de la nécessité de piloter beaucoup plus finement et avec un point de vue orienté beaucoup plus sur le cash. Nous, ce qu'on a pu observer également, c'est qu'il y a eu plusieurs comportements d'entreprises, des entreprises qui ont été parfaitement immobiles, dans l'immobilisme le plus total, complètement transi, figé, impossible de bouger quoi que ce soit. Il y a des entreprises qui étaient plutôt dans une situation d'attentisme, que je distingue de l'immobilisme, mais d'attentisme, en se disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, et puis surtout voyons vite quelles vont être les mesures de soutien qui vont nous être offertes, mais sans
mettre en œuvre de réflexion sur leur propre fonctionnement interne et sur leur propre stratégie ou leur propre révolution à organiser. Et puis à l'opposé, vous avez vu des entreprises qui ont profité de ce moment pour réunir leurs équipes, faire preuve d'ailleurs de beaucoup de dynamisme, faire preuve d'un esprit de transformation. Pendant le confinement, en fait, il y a eu énormément de réunions pour se dire OK, comment on peut essayer de réorganiser tout ça. Et puis certaines qui ont complètement opéré des révolutions totales en revoyant complètement leur stratégie. Voilà. Donc ce que je voulais souligner, c'est que les entreprises dans cette conjoncture, les PME dans cette conjoncture, ont réagi finalement de façon très différente, très disparate. Pour la majorité des entreprises, néanmoins, on peut quand même faire le constat qu'elles n'ont pas forcément trop dégradé leur trésorerie. Il y avait effectivement un schéma de la Banque de France qui montre que seulement 15-18% des entreprises, dans ce moment-là particulier, ont à la fois, sont dans une situation où elles ont augmenté leur endettement et dégradé leur trésorerie. Et donc, on n'aurait même pas pu imaginer ça au démarrage de la crise sanitaire. Tout le monde s'est dit ça va être la catastrophe totale. Et finalement, c'est un schéma qui a été publié, qui était des données qui ont été communiquées en juillet 2021. Finalement, seulement 15% des entreprises, des PME, sont dans cette situation de fragilité ou de tension de trésorerie extrême avec un endettement qui s'est accentué. Donc finalement, dans cette période qu'on vit en ce moment, la plupart des chefs d'entreprise peuvent presque se dire finalement le débranchement pourrait bien se passer. On a des situations de trésorerie qui restent à peu près maîtrisées. Évidemment, le principal amortisseur a été le chômage partiel, quoi qu'on puisse en dire. C'est ça qui a constitué le vrai amortisseur au sein des PME. Évidemment, on peut se dire que la thérapie, ou du moins le médicament, a peut-être été légèrement surdosé. Ça, c'est une évidence. Pierre évoquait tout à l'heure le taux de défaillance d'entreprise. Donc, pour information, vous êtes plus ou moins familier avec ça, mais il y a 50 000 défaillances d'entreprises en France en règle générale depuis X années. Ça, si vous voulez, c'est la norme. C'est le fonctionnement structurel de l'activité. C'est 50 000 défaillances d'entreprises. Là-dedans, évidemment, il y a énormément de toutes petites entreprises. Aujourd'hui, on est sur un trend à 20 000 défaillances d'entreprises par an. Donc, ça veut bien dire que les mesures sont surdosées. Je ne suis pas dans une critique, mais c'est juste un constat. Les mesures sont surdosées et on est en train de bouleverser l'équilibre structurel des défaillances d'entreprises dans le pays. Ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes en termes de concurrence déloyale ou de choses comme ça. Bon, finalement, ce débranchement pourrait bien se passer. On retrouve une activité finalement normative, à peu près, à peu de choses près. Le moral du chef d'entreprise, on l'a dit, est au plus haut depuis 2007, mais tout le monde a bien conscience qu'on bascule dans un monde un monde qui s'est fragilisé, pour être tout à fait clair, un monde qui s'est complexifié et un monde sur lequel la visibilité est beaucoup plus réduite. Évidemment, tous les chefs d'entreprise font ce type de constat. Et ce monde fragilisé, qui s'est complexifié, il intègre des bouleversements également structurels. On a parlé évidemment des conditions d'approvisionnement qui sont très perturbées, des pressions sur les supply chains, la perturbation majeure de la relation commerciale avec soit la prudence du comportement des consommateurs,
qui voient pas tout à fait clair néanmoins sur leur avenir en termes d'emploi, malgré l'épargne. Et puis une perte de visibilité sur évidemment beaucoup de sujets. Et puis cette présence, cette omniprésence du digital qui fait qu'aujourd'hui, toute PME qui n'a pas évidemment intégré cette problématique est vouée à un avenir peut-être un peu sombre. Et puis un phénomène de suspicion, sans doute, de la part d'un certain nombre d'acteurs économiques autour de l'entreprise. Alors ça peut être des banques, ça peut être des assureurs-crédits, mais finalement ce sont tous les acteurs économiques qui gravitent autour de l'entreprise. Une suspicion pour se dire comment cette entreprise, comment cette PME a géré la crise. Finalement, qu'est-ce qui relève du fonctionnement normal de l'entreprise ou qu'est-ce qui relève des éléments complètement artificiels de trésorerie dont elle a pu bénéficier, peut-être indûment, entre guillemets. Mais donc, on a néanmoins un peu de changement de perception chez tous ces acteurs économiques. Évidemment, ce contexte de turbulence majeure crée énormément d'opportunités en termes de consolidation. On sait très bien depuis longtemps que la France est à la traîne en termes de consolidation sectorielle. On sait très bien que la façon dont, comment dirais-je, un certain nombre de chefs d'entreprise perçoivent leur situation compromet toute tentative de consolidation sectorielle avec un morcellement d'activités, etc. Et pour autant, cette crise a fragilisé un certain nombre d'entreprises qui doivent être les premiers candidats ou les premières cibles à la consolidation. Donc on va avoir aussi dans les prochains mois tout un tas d'opportunités de consolidation sectorielle. Et ça tombe bien, par ailleurs, il y a une opulence de cash auprès d'un certain nombre de grands financiers de l'économie, mais que ce soit les banquiers directement ou que ce soit les fonds d'investissement qui disposent d'énormément de cash aujourd'hui. Donc l'idée où le but du jeu, c'est de profiter fondamentalement de cette opportunité, de ce moment de turbulence formidable pour les entreprises les plus agiles et les plus comment dirais-je, les plus ambitieuses de ce phénomène-là. Alors on parle de rebond. Moi je pense que qui dit rebond dit impulsion en fait. Et donc pour moi, il y a deux éléments dans cette impulsion. Le chef d'entreprise qui veut saisir ce moment formidable et saisir ce moment de rebond, il doit à la fois avoir une stratégie extrêmement claire et une compréhension extrêmement claire de son marché. Donc faire la démonstration de sa capacité d'anticipation et de compréhension de ce qui se passe autour de lui pour saisir toutes ces opportunités et aller chercher le cash et les financements qui lui permettent de faire ça. Ça, c'est le premier point, capacité d'anticipation. Et deuxièmement, il faut absolument que les chefs d'entreprise, les PME, deviennent lisibles. Donc les chefs d'entreprise, je pense, dans ce mouvement de rebond, ont la nécessité d'expliquer exactement ce qui se passe chez eux pour susciter la confiance de leurs partenaires financiers et ainsi développer leur stratégie et leurs actions de rebond. Merci Stéphane. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire en termes de lisibilité. On a parlé de mini-révolution, de bouleversement, de liquidité affluente sur les marchés, pas de défaillance d'entreprise pour l'instant. Néanmoins, que va-t-il se passer dans l'avenir et que devront faire les entreprises pour définir leurs besoins ? Alors effectivement, ça va avec ce concept de lisibilité, de permettre à l'environnement de l'entreprise de comprendre exactement ce qui se passe dans l'entreprise. Ça va avec cette nécessité de définir et comprendre et faire comprendre ses besoins de financement. Donc chaque société, je pense, chaque PME doit comprendre
son propre momentum, en fait. Parce qu'il n'y a pas de règles, on ne peut pas énoncer des règles générales comme ça, parce que chaque entreprise a sa propre logique, a sa propre mécanique, et donc a son propre momentum qu'il faut mettre en œuvre. Mais néanmoins, on sait qu'il y a un certain nombre de mécaniques financières qui sont à l'œuvre dans l'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas donner une lecture qui est trop focalisée sur l'exploitation, c'est-à-dire à organiser une compréhension de la performance de son entreprise fondée uniquement sur l'exploitation. Je pense que maintenant, tout un chacun a capacité à lire son entreprise à travers des logiques de cash. C'est de mon point de vue, fondamental. Il peut exister, on peut le dire, un décalage de situation entre la réalité des chiffres, ou l'image que peut donner une entreprise de sa situation financière, mais une forme d'artificialité qui ne permet pas de lire réellement la performance de l'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que dans le monde financier, dans le monde de l'investissement, on parle de normativité de la performance. Donc une société qui sort de cette crise et qui est éligible au rebond et qui veut participer à mettre en œuvre cette dynamique-là auprès de ses partenaires financiers, elle doit en tout premier lieu faire la démonstration de sa profitabilité normative et de sa génération de cash normative, c'est-à-dire en dépoussiérant tout ça de tous les effets de bord et tous les effets de soutien qu'elle a pu avoir. Évidemment, cette crise a bouleversé un certain nombre de cycles. On sait qu'il y a un certain nombre de tiers dans l'environnement des entreprises qui ont anticipé un certain nombre de choses. Alors on l'a vu notamment dans le milieu automobile, avec des anticipations de stock. Souvenez-vous, me semble-t-il, fin du deuxième confinement, tout le monde dans les journaux commençait à montrer le redémarrage de l'industrie automobile, alors qu'en l'occurrence, il ne s'agissait vraisemblablement qu'un pur effet de restockage de la part des constructeurs. Donc il y a des effets comme ça perturbateurs, et puis à l'inverse, beaucoup d'inertie dans un certain nombre de comportements. Il y a des bouleversements. Nous, on a connu des sociétés qui ont complètement vécu des bouleversements de mix d'activités, donc qui induisent fondamentalement des bouleversements totaux des logiques de profitabilité historiques qu'elles pouvaient observer chez elles, et qui ne l'ont pas forcément pressenti, et qui se sont vus en fin de confinement dans des situations de très forte évolution de leur chiffre d'affaires, mais sur des activités à très faible marge. Donc tous ces effets de mix peuvent induire des difficultés de lecture de la performance de l'entreprise. Ce que je voulais vous dire également, c'est que quand on se met à lire sa société ou à observer sa performance avec une lecture cash, on observe plein de phénomènes qui viennent complètement polluer la trésorerie de l'entreprise. On le sait, je sais qu'il y a des institutionnels dans la salle, mais aussi des chefs d'entreprise. On connaît les crises de croissance et les besoins de BFR qu'elles induisent. Eh bien, dans une entreprise qui est en décroissance, paradoxalement, c'est logique d'ailleurs, elle génère du cash. Une entreprise en décroissance génère du cash. Notamment, il y a beaucoup d'entreprises qui, dans le cadre du premier confinement, étaient même surprises de constater leur niveau de trésorerie. Et il y a beaucoup de dirigeants qui nous appelaient et ne comprenaient même pas forcément ces logiques-là. Donc il y a tout un tas de perturbations de la trésorerie de ces entreprises. Voilà, donc l'idée c'est dissiper l'effet brouillard, ce que j'appelle l'effet brouillard sur la lecture de la performance réelle de l'entreprise et sa trajectoire probable. Il y a un effet de brouillard qu'il faut évacuer. Et surtout, et je pense que ça aussi c'est un grand message ou peut-être un enseignement de cette crise, c'est qu'il faut fondamentalement s'inscrire dans la prévision d'exploitation et de trésorerie non pas en misant sur un seul scénario, parce que
On croise, nous, beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disent non, mais en fait, je ne peux pas faire de la prévision de trésorerie parce que en fait, je ne sais pas où je vais, je n'ai pas les bonnes hypothèses. D'ailleurs, même vous, vous n'êtes pas en capacité de valider les hypothèses que je vous livre. Mais ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est de multiplier les scénarios d'exploitation en balayant tout ce qui peut éventuellement arriver, de mesurer précisément ce qui peut en résulter en termes de trésorerie. Et donc, il faut absolument, dans cette logique de rebond, que le chef d'entreprise se mette dans cette logique-là d'anticipation à travers des scénarios. Et puis, dernière chose, je suis au moins aussi bavard que Pierre, je pense que c'est le moment précis également de bien comprendre l'évolution de ses compétiteurs. Moi, j'ai toujours été, ça fait quelques années que je pratique ma profession, j'ai toujours été extrêmement surpris de voir que bon nombre de chefs d'entreprise ont une méconnaissance totale de leurs compétiteurs, ou en tout cas des compétiteurs qui évoluent sur leur marché, sur leur situation financière précise. Et je pense que puisqu'il va y avoir vraisemblablement des défaillances, il y en aura, c'est certain, ou des affaiblissements d'entreprises, et puisqu'il va falloir saisir des opportunités de consolidation, eh bien, il faut impérativement comprendre la situation de ses compétiteurs. Merci beaucoup Stéphane. On dit que les femmes sont bavardes, mais aujourd'hui ce sont les hommes. Donc plusieurs scénarios pour évaluer ces besoins de financement. Et évidemment, nous avons des solutions pour les financements. Christian. Merci Sylvie. Donc effectivement, je vais essayer d'être bref, même si effectivement, comme Sylvie le sait, c'est pas forcément mon fort. Donc effectivement, tu l'as dit, tu l'as répété, on l'a répété, Pierre notamment. Donc les pouvoirs publics, parmi les mesures un peu emblématiques qui ont permis d'accompagner donc les ménages et les entreprises, on trouve donc le chômage partiel, donc les reports de charges diverses et variées, donc mais les collectivités publiques, par l'intermédiaire des établissements de crédit, ont accompagné donc les entreprises par la mise en place, donc par la distribution de liquidités, par le biais notamment de prêts garantis par l'État, donc par le biais de l'endettement. Donc ce prêt garanti par l'État, d'ailleurs, ces prêts garantis par l'État continuent d'ailleurs à pouvoir être utilisés et nous continuons donc, nous, établissements financiers, nous continuons donc de les distribuer. Néanmoins, aujourd'hui, donc avec ces prêts garantis par l'État, puisque en fait les banques gardent dans leur bilan que 10% effectivement de l'encours de ces prêts garantis. Donc les établissements de crédit donc, ont amené aussi aux entreprises différentes solutions de crédit, j'allais dire classiques, pour les accompagner donc, dans cette période-là. Que ce soit des crédits moyen terme, traditionnels pour financer effectivement certains investissements, des crédits court terme qui reprennent pour accompagner effectivement les entreprises dans la reconstitution de leur BFR, donc lorsque celles-ci donc ont redémarré. Néanmoins, on s'aperçoit que cette liquidité a été amenée donc par de l'endettement et un recours à un endettement qui est massif. Et ce recours à l'endettement qui est massif, dans des bilans qui ont pu et qui ont eu et qui ont été un peu, on va dire, froissés par une année 2020 qui a amené chez certaines entreprises donc une baisse de leur performance et de leurs résultats, ce recours donc à l'endettement massif qui a amené les liquidités aux entreprises donc aujourd'hui nécessite et va nécessiter effectivement un accompagnement donc maintenant des partenaires financiers, de l'État, donc à travers la consolidation un petit peu du haut de bilan des entreprises, c'est-à-dire les fonds propres. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, on voit que l'État donc a lancé
sur cette raison-là, donc deux fonds, j'allais dire, donc, ou deux mesures. Donc, premièrement, donc, le prêt participatif relance, ainsi que les obligations relance qui vont arriver d'ailleurs sur le marché incessamment sous peu. Néanmoins, quand on regarde un peu dans le détail ces outils financiers-là, qui sont considérés ou qui ont été présentés comme des outils de quasi-fonds propres, on s'aperçoit quand on rentre un petit peu dans le détail de ces produits-là que ce sont des outils avant tout de dette qui sont mis à la disposition à nouveau des entreprises. Le prêt participatif relance, c'est un prêt donc, qui est ouvert donc, aux PME et ETI, dont le chiffre d'affaires doit se situer entre 2 millions d'euros et 1,5 milliard, donc une fourchette quand même relativement large, avec un montant minimum donc, de 200 000 euros, avec quelques règles. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des montants distribuables donc, sous forme de prêt participatif. C'est un prêt, donc, comme son nom l'indique, donc un prêt participatif qui est un prêt qui est subordonné, qui va être subordonné donc, aux autres dettes, mais il n'en demeure pas moins que c'est une dette, et non pas, en tout cas, et non pas des fonds propres ou quasi-fonds propres, tels qu'on a pu parfois donc, nous les présenter. C'est un prêt participatif qui est fait sur une durée de 8 ans, un taux avec une période de durée de 8 ans et avec un différé d'amortissement de 4 ans. Donc, sachant que ces conditions-là sont obligatoires, donc elles ne sont pas modulables. Donc, le taux, parce qu'il faut aussi parler de taux, donc le taux est aujourd'hui au sein des établissements du groupe BPCE, dont je fais partie, dont nous faisons partie, est de 4,10. Ce taux inclut la garantie de l'État donnée aux fonds qui sont distribués à travers ces prêts participatifs. Ces prêts ont pour objet de financer les plans de développement ainsi et ou de la croissance externe. Donc un outil qui n'est pas inintéressant parce que effectivement donc vous avez un différé d'amortissement de 4 ans donc qui doit vous permettre effectivement de générer, je dirais, les premiers retours d'investissement pour pouvoir rembourser ce prêt-là donc sur 4 ans donc au terme des 4 ans. Néanmoins c'est une dette moyen, long terme, donc qui va être subordonné et qui sera donc analysé comme tel donc par vos partenaires financiers et par les partenaires financiers qui regardent aujourd'hui donc le bilan des entreprises. Autre produit qui va arriver sur le marché maintenant, ce sont les obligations relance. Là, je ne vais pas rentrer. Les critères d'éligibilité restent les mêmes. Donc, c'est destiné aux PME. Donc, je vous ai décrit tout à l'heure en termes de taille de chiffre d'affaires. C'est un financement. Là, pour le coup, ce sont des obligations qui sont distribuées à la différence du prêt participatif qui, lui, est distribué par les établissements de crédit. Les obligations relance seront et vont être distribuées par les sociétés de gestion financière. Donc, ce sont des obligations d'une durée de 8 ans avec un minimum, donc, avec un ticket d'entrée qui va se situer donc, à 2 millions d'euros, sous réserve de, ça peut être appelé à évoluer, mais en tout cas, entre 2 millions d'euros et 100 millions d'euros, le ticket. Donc, ce sont des obligations qui sont émises donc, sur une durée de 8 ans et qui sont donc avec une échéance, avec un amortissement in fine, c'est-à-dire qu'elles sont remboursables au bout des 8 ans, one shot, ou va être refinancé donc au bout de 8 ans donc par l'entreprise. Donc encore une fois, il s'agit encore d'un outil de dette, donc on ne part pas. L'avantage, c'est qu'effectivement, parce qu'il y a aussi avantage, donc pendant 8 ans, vous ne rembourserez que des intérêts. Il n'en demeure pas moins que ça vous permettra, donc, vous évitez aussi la dilution donc, à votre capital. Donc c'est aussi en soi intéressant. Néanmoins, c'est de la dette. Et que
compte tenu donc, du recours qu'il y a eu donc, par les entreprises à travers les PGE, à travers ces différentes mesures, à travers les différents crédits qu'ont distribués les banques par ailleurs, il nous paraît aussi nécessaire d'envisager d'avoir recours effectivement donc à des sociétés de gestion dont la Caisse d'épargne d'ailleurs dispose, qui vont vous permettre effectivement de vous accompagner donc en fonds propres, pur et dur, et en quasi-fonds propres, donc pour un peu structurer un petit peu votre bilan et vous amener, je dirais, une solidité donc pour l'avenir et surtout pour présenter vis-à-vis de vos tiers et vis-à-vis des concurrents que vous regardez pour faire face, je dirais, aux différentes opportunités qui se présentent aujourd'hui. Parce que ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que le marché aujourd'hui ont amené effectivement certaines entreprises à profiter de certaines opportunités qui se présentent. Et donc, il s'agit pour nous de financer donc, ces opportunités-là à travers effectivement les différents outils qui sont à votre disposition, mais en équilibrant, je dirais, tout en permettant d'équilibrer, je dirais, le financement et le bilan des entreprises qui vont profiter effectivement de ces opportunités-là. Parmi les solutions qu'on présente effectivement donc, au sein de la Caisse d'épargne, on va évidemment regarder, on va avoir de plus en plus recours à des solutions de réaménagement de dette. Parce que comme je vous l'ai dit, et on vous l'a dit, on a eu, donc les entreprises ont eu un recours massif à l'endettement, et il va s'agir, on va se trouver confronté, je dirais, à la nécessité de devoir réaménager, je dirais, donc l'encours de dette que l'entreprise a aujourd'hui dans son bilan. Et pour ce faire, donc, on dispose là aussi de solutions en interne, notamment la mise en place pour accompagner ces solutions de réaménagement, voire de refinancement. Juste un petit retour en arrière, les fameux PPR, obligations de relance, ne permettront pas de rembourser les crédits que vous avez déjà contractualisés. Donc, pour ce faire, donc, si vous réaménagez votre dette, il s'agit d'amener effectivement, donc, d'amener à vos partenaires banquiers donc, des garanties qui ne manqueront pas de vous demander. Et à ce titre-là, donc, il peut être judicieux, voire même intéressant, de proposer, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs au sein de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, des solutions de fiducie pour accompagner donc ces opérations de réaménagement de dette. La fiducie, c'est en fait c'est le transfert à une société fiduciaire de certains actifs, de biens ou de droits, donc à une fiducie qui va être apportée en garantie pour, par exemple, réaménager vos dettes, un plan de réaménagement de dettes. Et à ce titre-là, donc la garantie fiduciaire permet aux prêteurs fiduciaires d'avoir un premier rang, ce qu'on appelle un premier rang parfait, puisqu'aujourd'hui, le prêteur fiduciaire dispose, je dirais, d'un droit privilégié vis-à-vis des autres créanciers de l'entreprise, y compris les super privilégiés de l'entreprise. Donc, ce qui, de ce fait-là, ou de facto, va amener effectivement une qualité de garantie qui doit vous permettre d'obtenir donc un crédit de réaménagement de votre dette, si on avait à des conditions qui sont, on va dire, favorables, à des taux donc, qui pourraient être très favorables, compte tenu de la qualité de la garantie que vous apportez au prêteur. Donc ça, je vous encourage, si vous êtes à nous solliciter, puisqu'on est capable de mettre à disposition des solutions de fiducie à travers effectivement les partenariats que nous avons donc passés au niveau du groupe BPCE, et notamment par le biais de Natixis, qui est un des fiduciaires avec qui nous avons contractualisé. Donc, moi, je voulais faire un petit zoom parce que je vous ai dit, je viens de vous dire que il va falloir, je pense qu'il me paraît opportun donc, de consolider les fonds propres de l'entreprise et qu'à ce titre-là, donc,
On dispose également au sein de la Caisse d'épargne de différentes sociétés d'investissement qui font du capital minoritaire avec des conditions de sortie. Nous sommes des investisseurs dits evergreen, c'est-à-dire avec des conditions de sortie beaucoup moins exigeantes que les fonds d'investissement traditionnels proposent dans le cadre de leurs opérations de levée de fonds. Et donc là aussi, je vous encourage, nous disposons, comme je disais, de différents outils, donc 3 sociétés d'investissement, donc qui permettent effectivement d'accompagner, qui vous permettront de vous accompagner, donc pour financer, donc par le biais de fonds propres et quasi-fonds propres, donc que ce soit des actions pures et dures, des obligations convertibles, non convertibles. En général, c'est un petit mix de tout ça qui vont vous permettre effectivement d'accompagner, qui vont vous permettre de financer, mais d'une manière beaucoup plus équilibrée, je dirais, ces opérations donc, de croissance externe ou de développement. Je pourrais aussi, et je vais, pour ce qui me concerne, pour cette partie-là, pourrais aussi ajouter 2 mesures que l'État a apportées dans le cadre d'ailleurs de la loi de finances 2021. Ce sont des mesures qui ont pour vocation à consolider un peu les fonds propres et les bilans des entreprises. Premièrement, il y a une première mesure qui concerne donc la réévaluation libre des actifs de l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est limité dans le temps, mais c'est aujourd'hui, vous êtes toujours aujourd'hui dans les temps pour pouvoir mettre en vigueur ce type de dispositif dans vos entreprises. Dans ce titre-là, je vous engage fortement à vous rapprocher de vos conseils traditionnels à ce titre-là. Et deuxième autre mesure, c'est l'étalement de la plus-value dans le cadre de cession de leaseback, dans le cadre d'opérations de leaseback, immobilier ou mobilier, qui là aussi vous permettront de consolider votre trésorerie. Alors ça reste effectivement de l'endettement, et c'est là où effectivement on peut mixer ces opérations de leaseback par le biais effectivement de fiducie. Et ce qui est intéressant avec la fiducie, c'est que par comparaison par rapport à une opération de leaseback immobilière, la fiducie vous permet effectivement vous permettra effectivement de neutraliser la plus-value de cession que vous aurez à payer, que vous payerez dans le cadre d'opérations de leaseback immobilier, même si elle est étalée. La plus-value de la cession, si vous passez par le biais d'une fiducie, sera totalement neutralisée. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, dans l'opération de leaseback. Et à ce titre-là, vous devrez payer, pour le coup, une plus-value, certes étalée dans le temps, mais malgré tout, il faudra la payer. Merci Christian. Juste un point on a été très bavard pour finir de laisser les différents messages. L'idée maintenant, c'est pour ces PME qui veulent rebondir, d'anticiper et d'échanger de façon efficiente avec leurs partenaires. Trois éléments sans doute pour soutenir ces échanges avec ces partenaires. Mettre en œuvre un pilotage beaucoup plus fin, assurer un monitoring plus régulier de sa performance globale et surtout soigner sa communication financière externe, puisqu'on rentre dans un monde, je l'ai dit tout à l'heure, où chacun va devoir essayer de comprendre comment toutes ces entreprises se sortent de cette situation, et ça passe par une communication financière soignée et par des échanges avec ses partenaires financiers et bancaires. Et donc là, il y a un exercice de style toujours assez délicat pour le chef d'entreprise. Une communication financière externe, c'est pas la même chose que de faire suivre à son banquier son reporting interne. C'est absolument pas du tout la même chose. Donc, et c'est malheureusement parfois ce qui est fait dans un souci d'efficacité et de rapidité. Voilà, on a été assez bavard. Je pense que vous avez peut-être quelques questions, donc il est temps de les poser.
et ça se fait souvent, merci beaucoup monsieur, ça se fait souvent d'ailleurs en lien avec les établissements financiers de notre région Bourgogne-Franche-Comté, et la Caisse d'épargne joue un rôle extrêmement important à nos côtés. Mais je trouvais que c'était un peu réducteur de mettre accompagnement régional avec juste des avances remboursables et l'aide au conseil, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, et le travail, il est fait de manière coordonnée avec les établissements financiers dans notre région. Effectivement, hein, je ne peux que contribuer. Bon, on a été un petit peu bavard, donc effectivement, on a un peu, on a peut-être mis un peu trop sous les ténors certaines mesures, mais je ne peux que vous rejoindre là-dessus, effectivement, eu égard effectivement les échanges nombreux et fréquents que nous avons notamment ensemble. On me demande effectivement de conclure. Donc, écoutez, on va encore, si vous avez d'autres questions, on est tous ici présents, on va continuer un petit peu à se balader aujourd'hui sur la journée, sur les stands. Donc, n'hésitez pas effectivement à venir vers nous. Merci encore. Merci.